Bonjour à tous, merci de nous retrouver comme tous les mardis midi côte est des États-Unis pour les webinaires de French Morning. Vous êtes un peu plus de 200 inscrits aujourd'hui. Merci d'être toujours présents. Merci de vous connecter à l'heure. Je suis Romain Poirot, directeur commercial associé de French Morning Media Group pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui. On est le média pour les francophones aux États-Unis depuis plus de 16 ans. Alors, le thème d'aujourd'hui, alors on a deux habitués aujourd'hui qui viennent nous parler régulièrement de patrimoine et de fiscalité. Là, on va voir comment optimiser votre patrimoine et votre fiscalité aux États-Unis. Donc, le premier, c'est Alexandre Quentin. Il est associé chez USA France Financial. Il est responsable des investissements pour le cabinet, qui a une vingtaine de collaborateurs et qui accompagne plus de 1000 familles dans leur gestion de patrimoine transatlantique. Le deuxième, c'est Jean-Philippe Seurat, associé du cabinet franco-américain d'experts comptables Massa Consulting Group, avec une centaine de collaborateurs aux États-Unis, Mexique, Canada et France. Donc Jean-Philippe est l'expert transatlantique pour vos déclarations fiscales. Vous pouvez, comme d'habitude, lever la main ou poser des questions dans le Q&R si votre Zoom est en français, juste en bas de l'écran. Je les poserai à la fin, une fois qu'on a fait la présentation. Je pense qu'Alexandre va partager son écran avec nous et démarrer une petite présentation. Avec plaisir. Merci Romain pour cette introduction. Alors, on va commencer, avant qu'on se lance dans le vif du sujet, par présenter en quelques mots notre cabinet à tous les deux. Donc, on va commencer par USA France Financials, où je suis partenaire. On est une équipe maintenant d'une vingtaine de collaborateurs et on permet aux cadres, aux entrepreneurs français qui sont basés ici aux États-Unis de gérer leurs pratiques financières. Donc, ça prend bien évidemment en considération tous les aspects, que ce soit de succession, de retraite, de protection familiale, de placement, tous les aspects qui puissent avoir un impact sur notre futur. On est capable d'apporter une valeur ajoutée et cela, que nous restions pour le reste de notre vie ici aux États-Unis, qu'on rentre un jour en France ou ailleurs, on a cette capacité d'ajouter cet élément de flexibilité et de portabilité si besoin est. Cédric Sage, Adam Boyer et moi-même, partenaires du cabinet, ont eu la chance et l'honneur d'avoir été élus cette année sur la liste Forbes des meilleurs conseils financiers aux États-Unis. Et on l'espère que ce soit la dernière année qu'on n'y soit plus. Et on remercie évidemment notre clientèle. Et on a hâte de pouvoir aider un maximum la communauté française pour les décennies à venir. Bonjour à tous. Jean-Philippe Sora, comme l'a dit Romain, je suis associé du groupe Massat. Nous sommes un groupe de cabinets d'expertise comptable qui nous appartiennent tous en propre, où nous sommes trois associés, Serge Massat, Andrew Massat et moi. Et nous accompagnons les entreprises et les particuliers dans leur développement, leur installation sur toute l'Amérique du Nord, que ce soit Canada, États-Unis ou Mexique. Et pour ma part, je suis expert comptable en France et CPA américain. Voilà, spécialisé en fiscalité des particuliers, le sujet d'aujourd'hui. Super. Lançons-nous dans le vif du sujet, si tu le souhaites, Jean-Philippe. Voici les 10 points que l'on va mettre en exergue. Donc, la planification financière 101, la gestion des risques primaires, la stratégie patrimoniale classique, la planification fiscale, les stratégies patrimoniales à connaître aux États-Unis, la fiscalité des contrats d'assurance vie, la fiscalité des investissements immobiliers, la succession aux États-Unis et la gestion proactive de votre patrimoine. Ça fait beaucoup de points. On va rentrer sans certains de manière très poussée. Dans d'autres, évidemment, on va y avoir les grandes lignes, puisqu'évidemment, certains des sujets, on pourrait faire des conférences évidemment exclusives sur un sujet particulier. Mais au moins aujourd'hui, vous aurez un aperçu global de votre stratégie patrimoniale et fiscale ici aux États-Unis. Alors, pour commencer, il s'agit de pouvoir se poser. Et voici les différents points à prendre en considération. Premièrement, dans notre philosophie, il s'agit de pouvoir se protéger, surtout aux États-Unis. Deux choses, à la fois la famille et le patrimoine. Puis, il s'agit, quand on a mis ça en place, de pouvoir commencer à se diversifier. On commence toujours par les actifs défensifs, avoir un peu de cash à la banque, etc. Puis après, commencer à ajouter des actifs de croissance. Puis, quand on va commencer à avoir cette diversification, il s'agit d'avoir une vision financière, savoir exactement où est-ce qu'on va, peu importe où on sera à l'avenir. Et pour ce faire, il s'agit d'avoir cette compréhension financière, fiscale, légale, internationale, mais dans la perspective à terme de pouvoir mettre en place ces trois stratégies de retraite qu'on appelle probability-based, bucketing et flowing. On va passer un moment dessus pour pouvoir être dans la situation la plus optimale possible. Et puis, along the way, on va adresser tous les impacts fiscaux, que ce soit sur les assurances vie, sur l'immobilier, sur la succession. Et Jean-Philippe va pouvoir nous éclairer sur nombreux de ces sujets.
Voici pour aujourd'hui, et voici la manière dans laquelle il s'agit de réfléchir sur sa gestion de patrimoine ici aux États-Unis. Alors, commençons par le premier point, qui est la gestion des risques, de pouvoir protéger sa famille et son patrimoine. À l'écran, vous avez 12 points, mais qui sont dans vraiment 3 catégories. Qu'est-ce qui se passe en cas de problème de santé aux États-Unis, en cas de décès d'un ou des deux conjoints, et 3, en cas de procès. Et voici comment on peut se protéger aux États-Unis avec ces 12 attributs contre ces 3 risques majeurs. Les autres risques d'assurance, pour nous, n'est pas forcément important. Ce sont ici les risques primaires. Si vous assurez votre frigo ou quoi que ce soit, ça n'aura pas d'impact détrimonial pour le reste de votre vie. Une problématique liée à la santé, à un décès ou à un procès peut avoir un impact détrimonial pour la famille et pour les générations futures. Les 3 premiers points, c'est d'avoir l'assurance auto, l'assurance pour la maison, que vous soyez renter ou que vous détenez votre bien immobilier. Et ce qui est très important ici aux États-Unis, c'est d'avoir votre umbrella policy, ou ce qu'on appelle également excess liability insurance. Donc, vous avez une assurance property and casualty insurance. N'oubliez pas de demander une umbrella policy au minimum du minimum pour un montant supérieur ou égal à votre montant net de patrimoine pour pouvoir l'assurer de manière optimale. C'est quasiment automatique en France, c'est la responsabilité civile. Ça ne l'est pas aux États-Unis, il faut la demander. Les 3 prochains points sont liés à la santé, donc sur l'assurance médicale, il y a ce qu'on appelle le disability insurance, ça veut dire que si demain vous n'avez pas la capacité de travailler, que vous puissiez continuer à avoir un paycheck qui tombe pour le reste de votre vie, ou en tout cas dans votre carrière, puisqu'évidemment, si vous n'avez pas la capacité de travailler pendant 5, 6, 7 ans, quel sera l'impact, notamment à court terme, mais également à long terme pour le bénéfice de la famille. Ce type d'instrument vous permet de continuer à avoir des revenus qui tombent, même en cas d'incapacité de travail. Et le long-term care insurance, évidemment, si vous êtes amené à rester aux États-Unis et que vous avez besoin d'assistance médicale notamment pour pouvoir vivre, ces maisons spécialisées, ça coûte très cher aux États-Unis, la moyenne entre 10 et 14 000 $ par mois. Et donc, il y a des manières de pouvoir se protéger contre ce type de dépenses futures. Et il y a même des instruments qui pourraient fonctionner, même en cas de retour en France. Donc, ça pourrait être intéressant de regarder ce type d'instrument-là pour se prémunir des risques de cash flow extrêmement élevés en fin de vie. Les 5 prochains points ou 4 prochains points sont liés aux documents testamentaires. Surtout si vous avez des enfants mineurs ici aux États-Unis, les documents testamentaires sont absolument indispensables pour une stratégie patrimoniale optimale. Donc le will, c'est le testament, le trust, c'est la capacité de garder un contrôle sur son argent au-delà du décès. Et on va parler aussi potentiellement d'autres trusts, mais ça, il s'agirait de le mettre en place, ces trusts irrévocables, si vous avez vraiment la garantie de rester aux États-Unis et qu'il n'y ait pas d'incidence française plus tard. Power attorney, ce sont simplement les procurations, à la fois médicales et financières. Le living will, ce sont les dernières volontés. Et j'ajouterai dans cette liste la problématique de guardianship, si vous avez des enfants mineurs, de pouvoir avoir un plan, c'est-à-dire des guardians temporaires de 2 semaines qui seraient là, ici déjà aux États-Unis, mais également des guardians permanents après 2 semaines, de pouvoir récupérer les enfants si vous souhaitez que quelqu'un en France puisse les récupérer. Sinon, vous allez vous retrouver dans une tempête à la cour pour pouvoir récupérer les enfants. Déjà qu'eux subissent quelque chose de fatal, il s'agit de pouvoir avoir un processus qui soit déjà mis en place avec des documents testamentaires propres. Le buy-sell agreement, c'est pour les gens qui ont des business. Si vous avez des partenaires, une des premières raisons aux États-Unis qu'un business fail, c'est parce que ce buy-sell agreement n'est pas déjà en place, mais également il n'est pas funded de manière optimale. Qu'est-ce qu'il arrive en cas d'invalidité, décès, en cas de divorce, en cas d'avoir quelque chose qui est en place, mais également d'avoir un système derrière qui puisse suivre ce buy-sell agreement. Et enfin, c'est l'assurance vie / assurance décès ici aux États-Unis. Donc, en cas de décès, est-ce que la famille pourrait garder le style de vie par exemple, si vous avez suivi votre conjoint ou votre conjointe et que celui ou celle-ci a été amené malheureusement à décéder, quel serait de remaining, on va dire, qu'est-ce qui se passerait après. Il s'agit de pouvoir potentiellement se protéger contre ce type de problématique et de pouvoir garder le style de vie pour la famille, que le breadwinner soit là ou pas, ou se protéger mutuellement au niveau du couple. Donc voici ces 12 catégories sur ces 3 points majeurs. Évidemment, je vous invite à être dans le vert le plus rapidement possible. Soit nous, à USA France Financials, on peut vous accompagner directement sur ces questions ou indirectement parce qu'on aura des contacts pour pouvoir mettre en place un certain nombre de ces, par exemple, documents testamentaires ou l'umbrella policy. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait directement, mais nous travaillons avec des gens qui sont spécialisés pour pouvoir le faire et sur lesquels on a travaillé évidemment depuis plus d'une décennie à ce titre. Donc, n'hésitez pas à passer du temps là-dessus. Ce n'est pas sexy comme sujet, mais évidemment, si vous n'êtes pas protégé de manière optimale en amont,
à quoi ça sert de parler de stratégie de diversification patrimoniale si tout peut partir du jour au lendemain? Parlons maintenant de diversification. Et donc, il s'agit d'avoir deux types de classes d'actifs. Maintenant qu'on s'est protégé de manière optimale, parlons maintenant de classes d'actifs, de commencer à se diversifier. Pour nous, il y a deux types de classes d'actifs. Il y a les actifs défensifs et les actifs de croissance. Et il s'agit d'avoir une bonne pondération entre les actifs défensifs et les actifs de croissance. Si quelqu'un est plutôt, on va dire, confortable avec le risque, entrepreneur mindset, qui veut aller de l'avant, généralement, le ratio va se retrouver entre 25-30% d'actifs défensifs, 70-75% en actifs de croissance. Si quelqu'un est beaucoup plus conservateur de nature, on est plutôt dans les 50-50, voire 60-40 en termes d'allocation. Mais même pour quelqu'un qui est extrêmement aventureux, il s'agit d'avoir quand même des actifs défensifs qui soient là en permanence parce que imaginez qu'on est dans un univers économique peu favorable, crash du marché financier immobilier comme on l'a connu en 2008, le fait d'avoir des actifs défensifs non corrélés au marché financier immobilier vont nous permettre d'être en position de force, non pas que maintenant, mais pour le reste de notre vie, parce qu'on aura les liquidités pour pouvoir tirer avantage de potentiellement d'opportunités. Si vous êtes, entre guillemets, bloqué comme l'Américain moyen qui, de base, max out son 401k, achète un bien immobilier, essaie de le repayer le plus rapidement possible et complètement investi, et bien, s'il est arrivé un crash du marché financier immobilier, vous n'aurez pas la capacité de pouvoir être en position de force à un tel moment et vous n'avez que pour solution d'attendre. Et si vous vous retrouvez dans ce qu'on appelle de lost decade entre 2007 et 2017, et bien évidemment, pour retourner sur ses pieds, ça va prendre beaucoup, beaucoup d'années. Alors que si vous avez les liquidités pour pouvoir tirer avantage de cette opportunité, vous allez réduire considérablement le risque de votre stratégie et de vous retrouver en position de force. Donc, actifs défensifs, deux classes d'actifs défensifs, c'est les liquidités pures, ce qui est cash à la banque, checking, saving, money market, CDs, treasuries également, on pourrait mettre là-dedans, et puis également les contrats d'assurance vie ici aux États-Unis de type WALI, Wealth Accumulation Life Insurance, et plusieurs contrats d'assurance vie aux États-Unis de plusieurs types. On va utiliser un type très précis qu'on appelle le WALI. Pourquoi? Parce que c'est un actif défensif, non corrélé au marché financier immobilier. C'est absolument capital. Il doit jouer ce rôle de anchor, de garantie qui soit là pour le reste de notre vie. Ça, c'est pour les actifs défensifs. Et pour les actifs de croissance, pour nous, il n'y a que deux manières de créer la valeur patrimoniale exponentielle. C'est ce que j'appellerais ownership, c'est-à-dire qu'on détient sa propre entreprise, on détient des parts de l'entreprise sur le marché privé ou sur le marché public, telles que les actions. Et deuxièmement, c'est l'immobilier. Voilà comment on va pouvoir créer de la valeur patrimoniale exponentielle et on va jeter quelques mots évidemment là-dessus. J'ai mis également la retraite, mais c'est une manière de pouvoir mettre de l'argent de côté sur ces classes d'actifs-là à croissance sur le long terme. Donc voici, en termes de diversification, j'essaie de vous donner également certaines pondérations pour avoir un petit peu de visibilité à court terme sur comment pouvoir se positionner. Évidemment, chaque situation est unique. On va passer sur la fiscalité des contrats d'assurance vie, à la fois, surtout en France, mais également ici aux États-Unis. Donc, Jean-Philippe, je te laisse la parole. Merci Alexandre. Effectivement, tu as parlé de. Merci pour ton début de présentation. Le schéma classique de gestion de patrimoine française est d'avoir une assurance vie en France. Donc, la plupart de nos clients qui arrivent aux États-Unis vont avoir ouvert une assurance vie parce que c'est de la gestion classique française, mais ils ne savent pas la fiscalité américaine ils ne la connaissent pas, hein, qui est la fiscalité américaine qui va y être associée. En fait, il faut savoir qu'une assurance vie française n'a pas de notion d'assurance. Donc, le fisc américain la considère comme un placement financier. Et ce placement financier, eh bien, comme la majorité des placements financiers, doit être fiscalisé d'un point de vue fiscal américain. À ce moment-là, il y a deux façons de faire. La première façon de faire, qui est la façon standard, si aucune option n'est prise, est de considérer que vous déclarez votre assurance vie côté américain, il ne se passe rien d'un point de vue fiscal pendant toute la durée du contrat jusqu'à ce que vous ayez un événement fiscal. Un événement fiscal, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est très simple, vous retirez de l'argent de votre contrat français pour aller investir ailleurs. À ce moment-là, l'ARS vous dit, attention, nous devons récupérer notre part du gâteau. Donc, vous allez recalculer la prise de valeur de votre contrat
depuis votre date d'arrivée aux États-Unis ou depuis son ouverture, si elle est postérieure à votre date d'arrivée. Ok, on recalcule la prise de valeur annuelle. Vous payez des impôts au taux maximum du moment. En ce moment, le taux est à 37%, plus des intérêts de retard qui vont être calculés mensuellement et vont s'accumuler. Et cette prise de valeur, comment elle est calculée? C'est très simple, hein, c'est valeur du contrat 31 décembre, moins valeur du contrat 1er janvier, moins les abondements que vous auriez fait sur le contrat. Donc ça va être imposé aujourd'hui à 37%, plus des intérêts de retard. Ce qui fait que si vous avez un événement fiscal au bout d'un an, bon, l'impact n'est pas énorme. Mais si vous l'avez au bout de 20 ans, là, vous allez donner quasiment toute votre assurance vie française à l'IRS. Donc, il existe une autre option qu'il est possible de prendre et qui est bien sûr irrévocable hein, quand on fait un choix à ce niveau-là, on le fait la première année et on ne peut plus le changer, qui est de dire à l'IRS, bah, écoutez, moi je déclare mon assurance vie, donc là on est dans le même cas que la première option, mais je choisis volontairement de me faire imposer d'année en année sur le plus élevé entre la prise de valeur de mon contrat dans l'année ou ce qu'a généré le support, donc intérêt, dividende, plus-value. Et à ce moment-là, vous êtes imposé à votre taux ordinaire. Donc, bien souvent, un taux qui va être inférieur à 37% et vous n'avez pas d'intérêt de retrait. Donc, comment choisir entre les deux options? Bah, c'est pas évident. Tout dépend de votre volonté d'un point de vue américain. Si vous êtes là en visa temporaire et que vous savez absolument que vous allez quitter les États-Unis à la fin de votre contrat, à ce moment-là, et que vous ne toucherez pas évidemment à votre contrat, à ce moment-là, peut-être que la première option est intéressante. Parce que vous aurez déclaré, vous serez compliant, mais vous n'aurez rien payé. Vous quittez les États-Unis, vous n'êtes pas green card, vous n'êtes pas US citizen, euh, vous n'avez plus de compte à rendre aux États-Unis lorsque vous allez récupérer de l'argent. La première option est intéressante. Si jamais vous souhaitez rester sur du long terme, voire du très long terme, ou prendre la nationalité américaine ou encore une green card, eh bien à ce moment-là, il vaudra mieux prendre la deuxième option, qui est de se faire imposer de manière annuelle. Évidemment, tout part d'une déclaration. Donc, certains d'entre vous doivent se dire, ouais, mais moi, je m'en fiche, je ne déclare pas. Évidemment, c'est une grosse, énorme erreur. Il ne faut pas croire que l'IRS ne va pas vous retrouver parce que les banques françaises, banques, compagnies d'assurance, tous les porteurs d'actifs financiers français vont transmettre vos informations à l'IRS. Donc, l'IRS a l'information. Et pour aller un peu plus loin, vous êtes obligé tous les ans de déclarer à minima vos comptes étrangers. Quand je dis comptes, ça comprend les assurances vie, les comptes courants, les PEL, LDD, livret A, PEA, tout ce qui est financier, à l'IRS via un formulaire qui s'appelle le FinCEN 114, plus connu sous le nom de FBAR. Du moment que la valeur cumulée de vos actifs étrangers, des actifs financiers étrangers à n'importe quel moment de l'année, dépasse 10 000 $. Donc, voilà, l'IRS sait que vous aurez cette assurance vie, donc ne croyez pas qu'il ne faut pas la déclarer. Et il en va de même pour les autres comptes. Si rien n'est déclaré, vous risquez des pénalités qui sont de 10 000 $ pour le formulaire FBAR. C'est mieux depuis cette année, puisqu'avant mars 2023, c'était 10 000 $ par compte non déclaré. 10 000 $ ou 50% de la valeur du compte par actif non déclaré. Là, grâce à un Roumain américain accidentel, qui s'est pris une pénalité de 2 millions, il a fait un procès à l'IRS, il est monté jusqu'à la Cour suprême. La Cour suprême a dit il est inconstitutionnel de donner des pénalités de 10 000 par compte, donc maintenant c'est 10 000 par formulaire. Maintenant, pour ce qui est des contrats d'assurance vie américains, il faut savoir, j'empiète un peu, Alexandre, je ne sais pas si tu voudras intervenir là-dessus, je parle juste de fiscalité à ce niveau-là. Aucun problème. Il faut savoir que tout ce qui est généré par le contrat, du moment que ça reste à l'intérieur du contrat, ne sera pas taxable côté américain. Si vous le retirez, là, vous serez taxé sur les produits générés par le contrat. Je vais très vite. Si vous rentrez en France, en matière successorale, la partie assurance de votre contrat ne sera pas soumise à droit de succession d'un point de vue français. La partie capitalisation, oui, au-delà évidemment des limites de déduction, enfin, des abattements offerts par le fisc français. Absolument.
En effet, hein. Et c'est vrai que pour continuer là-dessus sur la fiscalité ou la manière dans laquelle d'utiliser ce type d'instrument, donc en effet, vous avez 3 solutions d'utiliser les liquidités de votre contrat d'assurance vie américain que vous mettez en place, que vous restiez aux États-Unis ou que vous êtes dans n'importe quel pays à l'avenir, soit en France ou ailleurs. Et ben, vous pouvez soit tirer le cash avec ses potentielles implications fiscales derrière, mais il existe 2 manières également, soit d'utiliser une ligne de crédit ou un prêt directement pour pouvoir sortir de la valeur de ce contrat sans implication fiscale, peu importe où vous êtes dans le monde, et de recapturer ce qu'on appelle votre coût d'opportunité, une value of money. Voilà. Évidemment, on travaille avec notre clientèle pour pouvoir utiliser ce type d'instrument-là de la manière la plus optimale possible et de réduire à néant l'impact fiscal sans être utilisé de manière optimale. Mais juste pour faire un point sur le type de contrat d'assurance vie qui est ici aux États-Unis, il existe 2 types. Il y a ce qu'on appelle le term life insurance, qui est de l'assurance décès pure, qui est extrêmement intéressant si on veut avoir un montant d'assurance décès élevé pour un montant d'argent très faible. Évidemment, ça a beaucoup de sens, surtout si on a des enfants en bas âge et qu'on veut les protéger en cas de décès, d'avoir un montant important pour couvrir la famille. Et puis, nous avons des instruments qu'on appelle les permanent life insurance, qui nous permet à la fois d'avoir une épargne, comme un contrat à la française, mais également une assurance décès. C'est un instrument qui détient les 2, à la fois une épargne et une assurance décès. Et l'assurance décès est toujours supérieure à l'épargne. Donc, ça veut dire qu'un jour, il y aura un décès. Ce contrat étant en place et permanent, il y aura une assurance décès qui sera payée en plus de l'épargne que vous aurez accumulée durant votre vie et vous aurez eu l'opportunité de pouvoir utiliser ces liquidités durant votre vivant et d'avoir un effet de levier, un montant supérieur qui passe également à vos bénéficiaires avec ce type d'instrument-là. Et Jean-Philippe a annoncé sa fiscalité positive, que vous restiez aux États-Unis ou que vous rentrez en France ou ailleurs dans le monde, vous gardez nombreux des avantages fiscaux avec ce type d'instrument et qui annihile quasiment le besoin ou l'utilité de contrats d'assurance vie français quand c'est utilisé de manière optimale dans une stratégie internationale. On va passer à la slide suivante et donc rentrons dans les détails de ce fameux WALI ou Cash Value Life Insurance. Je vais vous présenter notamment les 12 attributs qui font que cet instrument va jouer un rôle clé dans une stratégie patrimoniale internationale optimale. Donc, premièrement, on l'a vu, il y a une assurance décès qui est liée à cet instrument. Donc, en plus d'avoir une épargne, il y a une assurance décès. Et c'est parce qu'il y a une assurance décès que c'est l'instrument qui est la niche fiscale la plus importante aux États-Unis. Dès que vous mettez $1 dedans, qui lui a été fiscalisé parce que c'est un dollar que vous avez payé de l'impôt dessus sur l'income que vous avez pu réaliser, vous avez cet argent à la banque. Si maintenant vous le déposez dans votre WALI, eh ben, il n'y aura plus jamais de fiscalité derrière, à la fois dans l'accumulation de valeur de ce contrat, mais également dans l'utilisation stratégique de cet argent. On va pouvoir avoir un déferrement fiscal et une utilisation de cet argent défiscalisé quand c'est utilisé de manière optimale. Donc, c'est grâce à cette assurance décès que cet instrument a toujours été défiscalisé dans ses rendements et son utilisation. On a une liquidité et un contrôle de notre cash extrêmement important. On a une croissance qui est garantie par contrat. Il n'y a absolument aucune année négative non corrélée au marché financier immobilier. C'est garanti d'augmenter. En plus d'avoir cette garantie, on a accès à des dividendes annuels. Pourquoi? Parce qu'on va aller avec des compagnies mutuelles d'assurance. On va surtout éviter des compagnies où il y a des stockholders derrière ou du private equity. On va aller avec des compagnies mutuelles. Pourquoi? Parce que quand on détient ce type d'instrument, nous sommes owners de la compagnie. Les dividendes générés sont liés directement aux profits générés par la compagnie qui sont redistribués aux gens qui ont ce type d'instrument-là. Il y a toujours eu des dividendes, ça existe depuis 1860, ce n'est pas sexy du tout. Les Rockefeller utilisaient dans les années 1870, Walt Disney a utilisé son Wally pour créer Walt Disney et président Biden à l'heure actuelle en détient pour 5 millions de dollars. Donc c'est un instrument qui est vivement utilisé pour les gens qui ont la capacité de pouvoir épargner et d'utiliser une certaine diversification patrimoniale. On a les avantages fiscaux, je les ai nommés, que vous restiez ou que vous repartez, vous allez garder nombreux de ces avantages fiscaux. On a des limites élevées de contribution. C'est un contrat privé, personne n'a de regard dessus. Ce n'est pas quelque chose que vous devrez déclarer à l'IRS chaque année. C'est une protection contre d'éventuels créditeurs ou banqueroute dans la majorité des États.
On va pouvoir y mettre des options. Par exemple, en cas d'invalidité, la compagnie d'assurance va continuer à mettre de l'argent dans votre contrat on your behalf. Ou par exemple, en termes de soins dépendance, long-term care, si vous êtes maintenant dans une EHPAD, par exemple, vous pouvez accéder à l'assurance décès en amont de votre décès pour pouvoir payer ces frais très élevés, notamment aux États-Unis ou en France, si besoin est. Ce type d'option est totalement possible dans ce type d'instrument. Et pour moi, ce qui est potentiellement le plus intéressant dans ce contrat, ce sont les 3 derniers points. C'est que cet instrument est potentiellement collatéralisable, qu'on a des options avantageuses de prêt et des options avantageuses de remboursement de prêt. Et ça va nous permettre de créer ce qu'on appelle un haut degré de vélocité patrimoniale. Vous allez pouvoir créer de la valeur patrimoniale dans ce type d'instrument, sur lequel vous allez pouvoir vous adosser pour pouvoir utiliser ce contrat-là pour pouvoir faire d'autres investissements derrière. Donc, un exemple simple, imaginez que vous avez contribué dans ce type d'instrument-là et que vous avez une valeur, exemple, peu importe, 500 000 $, et bien, à tout moment, sur ce contrat-là, vous allez avoir à disposition une ligne de crédit, ça s'appelle des facilités de crédit, que vous le vouliez ou non, vous avez accès, à côté de votre contrat, à 500 000 $ qui vous est mis à disposition, que vous pouvez utiliser pour n'importe quelle raison. Donc, ça veut dire que mon contrat n'est pas touché, n'est pas affecté, il va continuer à grandir de manière exponentielle, garantie d'augmenter, aucune année négative, mais sur laquelle je vais pouvoir m'adosser sur la valeur de mes contrats pour pouvoir utiliser cet argent une deuxième fois pour faire d'autres investissements derrière. Un exemple sur l'immobilier, parce que imaginons que vous souhaitez acheter un bien immobilier, exemple aux États-Unis, et ben de manière optimale, on ne fait jamais généralement l'apport en cash. On n'arrive pas en cash en faisant un apport de 20% sur un bien immobilier. Pourquoi? Parce que si c'est le cas, eh ben, on va bloquer ce cash dans le bien immobilier. Il va jouer un seul rôle, c'est d'être bloqué dans le bien immobilier. Si vous avez la possibilité de vous adosser sur un actif qui, en plus, a la garantie d'augmenter plus fort que l'inflation et en plus défiscalisé, eh ben, vous allez pouvoir utiliser cet argent une deuxième fois pour faire cet apport. Vous allez leverager votre patrimoine pour pouvoir réaliser cet apport. Et évidemment, les autres 80% de la valeur du bien vont être utilisés grâce à un prêt immobilier qu'on appelle un mortgage ici aux États-Unis, où vous allez pouvoir leverager cette fois-ci votre income, votre capacité d'emprunt de par vos revenus. Et donc, vous avez bénéficié de deux leverages. Un premier leverage, c'est votre revenu qui vous permet de prendre un prêt immobilier. Et deuxièmement, c'est votre patrimoine pour faire l'apport. Et maintenant, vous avez $2 qui fonctionnent en même temps, à la fois dans votre contrat d'assurance vie et dans votre bien immobilier. Vous avez 2 rendements pour le prix d'un, vous créez un haut degré de vélocité patrimoniale. Donc, voici un instrument extrêmement favorable à utiliser pour démultiplier les rendements, booster vos rendements dans votre stratégie patrimoniale. On va passer aux investissements notamment immobiliers et sa fiscalité, et je vais redonner la parole à Jean-Philippe. Merci Alexandre. Concernant les investissements immobiliers, faut savoir que la fiscalité américaine va s'apparenter sur quelques points à la fiscalité française, mais va aussi être bien souvent différente. Comment est-ce que ça va se passer? D'un point de vue américain, vous achetez un bien immobilier, vous avez plusieurs options pour le faire. Soit vous l'achetez en direct, donc vous êtes directement propriétaire du bien, soit vous allez créer une structure juridique qui va vous apporter non pas des avantages fiscaux, mais plutôt une certaine protection en cas de poursuite. Je pense notamment au LLC. Comment est-ce que on déclare les revenus fonciers d'un point de vue américain? Eh bien, c'est très simple. On va avoir les loyers encaissés, moins les charges afférentes à la location, donc les frais de copropriété, les utilities, l'assurance, et en plus de ça, les taxes foncières évidemment, et en plus de ça, on va venir déduire un amortissement qui va se faire sur 27 ans et demi si le bien est aux États-Unis. Qu'est-ce que ça, comment ça se traduit? C'est très simple. Vous achetez un bien de 275 000 $, on l'amortit sur 27 ans et demi. Eh bien, on divise 275 000 par 27,5. Ça va nous donner une déduction supplémentaire de 10 000 $, donc qui va venir minimiser vos revenus fonciers et, dans la plupart des cas, vous faire passer en perte fiscale. Alors, cette perte fiscale, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, tout dépend de vos revenus. Si vous gagnez moins de 100 000 $, vous pourrez déduire jusqu'à 25 000 $ de perte fiscale de vos revenus ordinaires. Donc, vous pourrez déduire jusqu'à 25 000 $ de vos salaires. Et ça viendra minimiser votre imposition sur vos autres types de revenus. Si vous gagnez entre 100 et 150 000 $, eh bien, pour chaque dollar au-delà
des 100 000 dollars, on vient annuler un droit à déduction de 50 centimes, ce qui fait qu'au-delà de 150 000 dollars, eh bien, la perte n'est plus déductible. Mais ça ne veut pas dire que vous la perdez. Vous la conservez, elle se cumule d'année en année, et le jour où vous vendrez le bien, eh bien, cette perte cumulée viendra s'imputer sur la plus-value réalisée pour minimiser l'impôt sur la plus-value. Donc, cette fiscalité est applicable tant si vous détenez le bien en direct que si vous le détenez via une LLC qui est une structure juridique transparente fiscalement. Si maintenant, et juste un petit point pour votre résidence principale, ne l'achetez pas en LLC via une structure juridique. Pourquoi? Puisque si vous détenez votre résidence principale en direct, eh bien, vous pouvez avoir droit à 250 000 dollars d'abattement par personne d'un couple si vous êtes marié. Donc, si vous êtes marié, c'est 500 000 d'abattement. Si vous êtes seul, c'est 250 000. OK, sous certaines conditions. Quelles sont-elles? Avoir habité dans le bien pendant 2 ans sur les 5 années qui précèdent sa vente. Donc, pas forcément 2 ans d'affilée, mais avoir habité dans le bien sur les 2 ans pendant 2 ans, pardon, sur les 5 années qui précèdent la vente. Et ce droit-là, cet abattement-là, ne s'appliquera plus si vous détenez le bien via une structure juridique, à moins qu'elle soit disregarded entity. Donc, il ne faudrait qu'il n'y ait qu'un seul associé dans la structure juridique. Maintenant, on va passer de l'autre côté de l'océan. Certains d'entre vous arrivent aux États-Unis, sont déjà aux États-Unis ou ont volonté et ont des biens en France ou ont volonté d'acheter un bien immobilier côté français. Eh bien, sachez que si vous êtes aux États-Unis, vous n'êtes plus résident fiscaux français, vous allez acheter un bien pour le mettre en location. Il faut savoir que dans la quasi-totalité des pays occidentaux, le pays dans lequel est situé le bien a la priorité d'imposition. C'est-à-dire que vous avez acheté un appartement, vous le mettez en location, l'appartement est en France, vous le mettez en location, vous avez des revenus fonciers qui vont être taxables. Côté français, vous allez devoir payer des impôts en tant que non-résident. Si vous gagnez en taxable, donc en net, moins de 26 000 euros, votre taux d'imposition sera à 20% plus 17,2 de prélèvements sociaux. Donc, total, une enveloppe fiscale française à 37,2%. Si vous gagnez plus de 26 000 euros, alors votre taux d'imposition va augmenter. Il va passer à 30%, plus 17,2 de prélèvements sociaux, ça nous fait 47,2. Payable en France, en priorité. Côté américain, comme vous êtes résidents fiscaux et que les États-Unis imposent sur les revenus mondiaux, on vient aussi déclarer ces mêmes revenus fonciers, mais à la sauce américaine, donc selon les modalités que je viens de citer, avec une différence, la durée d'amortissement. Dépendant de la date de mise en location du bien, la durée d'amortissement pourra être de 40 ans ou de 30 ans. On vient calculer un résultat fiscal américain relatif à vos revenus fonciers français. Si vous êtes en positif d'un point de vue fiscal américain, on va venir demander un crédit d'impôt équivalent aux impôts français qui ont été payés. Et il faut savoir que depuis 2018, les 17,2 de prélèvements sociaux sont reconnus comme des impôts. Donc au niveau fédéral, les impôts français vont toujours dépasser les impôts américains. Donc, a priori, au fédéral, vous n'aurez pas d'impôts supplémentaires à payer. Il faut savoir qu'au niveau des États, certains États ne reconnaissent pas les impôts payés à l'étranger. Donc, vous n'aurez pas droit à un crédit d'impôt. Et à ce moment-là, il y a une potentialité pour que vous soyez doublement imposé au niveau de l'État. Doublement parce que vous payez des impôts en France, on vient rajouter ceux de l'État. Donc, c'est une double imposition. Alors, il ne faut pas que ça tracasse parce qu'en général, les résultats fonciers d'un point de vue américain sont assez faibles, à moins que vous fassiez donc, comme je disais tout à l'heure, soit et bien souvent négatif, à moins que vous fassiez de la location court terme, donc type Airbnb, où là on est sur des rentabilités plus intéressantes. Euh, donc oui, il peut y avoir une double imposition. Ça, c'est vrai pour les biens qui sont détenus en direct. Maintenant, si vous avez une structure juridique qui détient vos biens immobiliers, type SCI, qui est le grand classique français, SCI ou SARL familial, côté américain,
côté français, pardon, elles sont soumises à l'impôt sur le revenu. Ce sont des structures qui ne payent pas d'impôt sur les sociétés. Ce sont les actionnaires qui payent. Donc là, pareil, vous allez payer vos impôts en France sur le résultat. Côté américain, on va venir. Alors, les principes déclaratifs sont les mêmes que ce que je viens de citer, mais en plus de ça, on va venir retranscrire les états financiers de la société ou des sociétés sur votre déclaration du moment que vous détenez 10% ou plus du capital de la société. Et ces 10% d'un point de vue compliance, pour savoir si vous devez retranscrire les états financiers, sont calculés en prenant en compte la notion de constructive ownership qui prévoit que si des parts sont détenues par vos parents ou vos enfants, à ce moment-là, elles s'additionnent aux vôtres. Donc, en général, une SCI familiale ou une SARL de famille est composée de membres de la famille. Donc, vous avez une action et puis vos parents ont 99, vous avez 1% des actions et vos parents 99% des actions. D'un point de vue compliance, vous détenez 100% des actions. Donc, obligation de retranscrire les états financiers de la société. Mais d'un point de vue impôt, vous n'êtes imposé que sur votre quote-part du résultat, donc 1% du résultat de la société. Et donc ça, c'est pour tout ce qui est SCI, on les considère aux États-Unis comme des partnerships étrangers, mais donc on garde la même notion de transparence. Mais maintenant, si vous êtes actionnaire d'une SARL de famille, côté français, elle est transparente fiscalement, côté américain, eh bien, elle ne l'est pas, parce que l'IRS va considérer que c'est une C-Corp, donc une société soumise à impôt sur les sociétés. Donc là, vous avez potentiellement un risque de double imposition, puisque vous payez en France d'un côté, aux États-Unis, vous n'êtes pas taxable sur vos résultats, sauf soumission à la GILTI tax, mais là, c'est un autre sujet, ou à d'autres types de taxes. Donc, vous serez imposé le jour où vous allez tirer de l'argent de la société sera considéré comme des dividendes. On aura un décalage dans le temps entre les impôts payés en France et les impôts payables aux États-Unis avec un risque de double imposition. Donc, pour garder le même traitement fiscal des deux côtés, il faudra faire ce qui s'appelle une check the box election. Voilà, mais c'est tout un sujet. Si vous êtes dans ces cas de figure-là, avec des sociétés, des parts de sociétés françaises, n'hésitez pas, vous aurez à la fin de la présentation un QR code. N'hésitez pas à prendre rendez-vous pour qu'on puisse en discuter. Dernier point, si vous détenez moins de 10% en prenant en compte le constructive ownership, il faudra déclarer la valeur de vos parts dans un formulaire qui s'appelle le 8938. S'il n'est pas rempli, vous risquez 10 000 $ de pénalité. Voilà. Donc c'est assez complet, assez dense. Donc n'hésitez pas vraiment si vous avez des questions. Vous pouvez les poser à la fin ou à prendre rendez-vous pour des cas particuliers. Jean-Philippe, j'en profite juste, les États où French Morning est présent, New York, Californie, Texas, Washington, D.C. et Floride, les États, ils sont comment au niveau des Alors, déclarations? Très simple. New York, Californie, ce sont les pires, et Texas et Floride sont les mieux. Donc, je veux dire, New York et Californie, d'un point de vue fiscal, ceux qui y habitent savent que la fiscalité est très lourde et les deux États ne reconnaissent pas les impôts payés à l'étranger. Donc là, on va avoir une double imposition. Donc, quand on parle de New York, on parle aussi de New York City. C'est la même chose. Texas et Floride, on n'a pas la question, vu qu'en tant qu'individu, on ne paye pas d'impôt sur le revenu. Je parle au niveau state, hein. Vous payez l'impôt fédéral. Parfait. De tête, tu te souviens sur District of Columbia, Washington, D.C.? D'ici, non, j'ai pas le souvenir, mais il me semble qu'il ne les reconnaît pas non plus. À vérifier, à prendre avec des pincettes. Ok, merci. Ouais. Jean-Philippe, on continue? C'est bon, on peut continuer. Super. Parlons maintenant de diversification patrimoniale. Donc là, nous avons ici sous les yeux différentes classes d'actifs. On recommande généralement d'avoir au minimum 6 classes d'actifs en termes de diversification, notamment de son portefeuille d'investissement, parce que tous les ans, il y a certaines catégories qui puissent outperformer, sous-performer, et donc d'avoir une diversification de son patrimoine dans l'ensemble de ces classes d'actifs avec des pondérations plus ou moins importantes sera vital pour pouvoir avoir une gestion proactive de ses finances. Je vais vous donner l'exemple d'une... Alors évidemment, le marché US est à considérer, les grosses capitalisations, etc. Mais une classe d'actifs intéressante en ce moment, c'est le fait que les taux d'intérêt sont élevés.
Évidemment, ça a un impact évidemment non seulement assez compliqué sur l'aspect immobilier, puisque c'est de plus en plus difficile d'acheter de l'immobilier. Ça met de la pression évidemment sur la valorisation des biens. Dans certaines parties des États-Unis, et la valorisation est encore élevée, les taux d'intérêt élevés. Donc évidemment, le terreau n'est pas favorable pour un acheteur, mais il y a certaines classes d'actifs qui, par les taux d'intérêt, sont d'autant plus attractifs. Et c'est notamment, par exemple, la classe active de ce qu'on appelle le private credit, qui est simplement des compagnies spécialisées à faire des prêts à des entreprises. Donc, par exemple, ça peut être des entreprises qui sont dans le upper middle market, c'est-à-dire qui ont besoin de prêts entre 200 et 300 millions de dollars. Et dans cette partie de cette classe d'actifs, les rendements en ce moment sont autour des 12%, parce que généralement, les rendements sont à 7% au-dessus du risk-free rate, qui est en ce moment à 5%. Si les taux d'intérêt étaient abaissés à 1%, on serait plus proche des 8. S'ils continuent à augmenter à 7, on serait plus proche des 14. Mais en ce moment, ce sont des taux plutôt attractifs, avec un niveau, en effet, de risque qui est potentiellement acceptable selon une diversification patrimoniale. C'est la partie, on va dire, moins volatile de la stratégie, puisqu'il y a la partie évidemment equity et la partie obligataire. Et donc, on est sur la partie obligataire, mais avec des choses qui sont assez intéressantes à regarder en ce moment. Sinon, évidemment, vous avez des choses telles que les treasuries, donc du public credit du gouvernement US, par exemple. On est autour des 5-ish, 5,3% en ce moment sur un an au niveau des treasuries ici aux États-Unis. Donc, profiter également des taux d'intérêt élevés. Il y a des instruments qui nous permettent de pouvoir se positionner. Donc, un rebalancement proactif de votre portefeuille sera évidemment opportun pour pouvoir maximiser vos chances de succès sur le long terme. Mais il s'agit tout d'abord d'être diversifié et d'être en position de force. On va parler également d'instruments. Alors, je vais faire une introduction à ce type d'instrument qu'on appelle les structured notes. Donc, en plus et en parallèle d'avoir un portefeuille qui, on l'a vu, diversifié, différentes classes d'actifs, d'avoir la liquidité. Par exemple, si on détient un portefeuille d'actions sur le marché américain, en 3 jours, on vend, on a son argent sur notre compte courant. Et ben, en parallèle, on peut y positionner également des structured notes. Alors, les structured notes, à la différence d'un managed account qui est diversifié et qu'on a la liquidité, sur les structured notes, on va pouvoir se positionner cette fois-ci sur une durée déterminée dès le départ. Comme vous pouvez déjà le voir à l'écran, on voit des durations de 13 mois, de 36 mois, de 60 mois. Il faut être confortable avec la durée sur laquelle on va se positionner dans ce type d'instrument. Est-ce qu'on peut en sortir avant? Oui, mais on devrait normalement vendre cet instrument à une discount qui est cette discount liée avec ce risque d'illiquidité. Mais si on est confortable, par exemple, de positionner son argent pendant 13 mois, eh ben, on pourra bénéficier d'un certain nombre de critères, de paramètres qui n'existent pas si on était investi directement sur les marchés financiers. Il y a vraiment une relation symbiotique entre détenir un portefeuille diversifié et ces instruments structurés, ces produits structurés. Vraiment, la combinaison des deux va faire qu'on va être exactement où est-ce qu'on souhaite être en termes de gestion du risque et maximisation du rendement. Laissez-moi vous présenter ce type d'instrument qui peut être intéressant à considérer dans une perspective de diversification patrimoniale. Il existe 2 types de structure notes. Il y a ce qu'on appelle les growth notes que vous voyez à l'écran, et on va également parler des income notes, qui vont jouer 2 rôles différents. Ces notes sont émises par des grandes institutions bancaires, et on ne va surtout pas aller avec des banques régionales, surtout avec ce qui s'est passé l'année dernière. On va éviter les petits conglomérats, on va aller avec des grands conglomérats tels que par exemple Banque de Montréal, Barclays, Morgan Stanley, JP Morgan, HSBC. On va les mettre en concurrence tous les mois, trouver les meilleures offres du moment et pouvoir les offrir à notre clientèle, notre communauté française ici aux États-Unis. C'était des instruments réservés à une clientèle qu'on appelle dans le jargon ultra high net worth. Il fallait qu'on ait au minimum 10 millions de dollars sous management ensemble pour pouvoir accéder à ces instruments qui avaient une dénomination minimale de 100 000 dollars par note. Depuis le mois de septembre dernier, donc depuis 1 an et 2 mois maintenant, on a accès à ces instruments pour un montant d'investissement minimal de 1 000 dollars. Donc ça ouvre la porte normalement à l'ensemble des investisseurs pour pouvoir accéder à ce type d'instrument-là. Et évidemment, ça change la donne en termes de gestion du risque et maximisation du rendement. Lançons-nous dans le vif du sujet. Donc, cette première note qui est émise par BMO, elle est sur 13 mois. On va être à 100% investi lié au Nasdaq, aux compagnies technologiques. Si à l'issue des 13 mois, le marché est en baisse, on va avoir 15% de hard protection. Ça signifie que si le marché a perdu 14, on n'a rien perdu. On récupère notre remise de base. Si le marché a perdu 16, on n'a perdu que 1. S'il a perdu 22, on n'a perdu que 7. On a un niveau de protection en cas de baisse des marchés. Évidemment, si on est directement sur les marchés et qu'il y a de la baisse,
Il faut attendre un rebond pour pouvoir se repositionner. À l'issue des 13 mois, si on est en baisse, on va pouvoir bénéficier de 15% de ces premières baisses si le cas est échéant. À l'inverse, si le marché finit en hausse, on va avoir un coefficient de participation qui est ici de 200%, c'est-à-dire qu'on a du x2 sur le Nasdaq. Le Nasdaq finit à 4%, on est crédité 8, il finit à 5, on est crédité 10, mais on va être capé ici à 14,8%. On ne peut pas générer plus que 14,8, mais on a d'autant plus la probabilité d'y arriver grâce au x2. La commission qui est ici n'est pas celle qui sort de la poche de l'investisseur, c'est celle qui sort de la poche de la banque, qui rentre dans la nôtre. Pour vous, en tant qu'investisseur, ça vous coûte 0%. Il y a juste 5 dollars de trade. Pour pouvoir se positionner dans l'instrument, il faut payer 5 dollars, c'est tout. Parce que vous voyez, les rendements ici sont nets de frais puisqu'il n'y a pas de commission en tant qu'investisseur. Donc, ça me permet également de réduire les frais globaux d'investir liés au marché financier. Par exemple, cette note à 3 ans, on est sur 3 index. On est sur le Russell, qui sont le small cap, les petites compagnies aux États-Unis, le Nasdaq, les compagnies technologiques, et le S&P, qui sont les 500 plus grosses capitalisations américaines. Quand on a plusieurs index, on ne va pas prendre en considération à la fin des 3 ans la moyenne ou le meilleur des 3, mais on va prendre en considération le moins bon des 3. Basé là-dessus, s'il y a eu une baisse, on a 20% de protection, mais cette fois-ci soft. Soft comparé à hard, ça veut dire cette fois-ci que si le marché a perdu 19, on n'a toujours rien perdu. Mais cette fois-ci, si le marché a perdu 21, on a tout de suite perdu 21. Donc, si on passe la barrière, on est complètement exposé au risque, comme si on était sur les marchés financiers. Mais parce que justement, on va dire la protection est un peu moins sécurisée qu'une hard protection, on va potentiellement avoir plus de upside potential. Et dans cette note-là, il n'y a pas de cap, elle est uncap, il n'y a pas de max return, et ils ont poussé la colonne participation à la fin. On gagne, dans ce cas-là, si le marché est en hausse, 1,44 fois l'augmentation des marchés illimitée. Exemple, si le marché finit à plus 100% d'augmentation, on serait crédité 144% à ce moment-là, et ainsi de suite. Il n'y a pas de cap, ça veut dire que là, ça nous permet d'être sur le marché financier avec un niveau de protection à la baisse, des boosters de rendement à la hausse et 0 frais, ou en tout cas 5 dollars de trade. Donc, si on est confortable de rester au moins 3 ans et d'avoir une exposition sur le marché US, ça pourrait potentiellement être intéressant d'utiliser ce type d'instrument. Regardons simplement à 5 ans, Dow Jones, Russell, Nasdaq, même histoire, on va prendre en considération le moins bon des 3 à l'issue des 5 ans, mais ça reste le marché américain. 40% de protection cas de baisse. Pour vous donner une idée, le S&P 500, le marché américain n'a jamais perdu plus de 20% en 6 ans. C'est jamais arrivé dans l'histoire. Est-ce que ça peut arriver à l'avenir? Oui. Est-ce que c'est probable? Non, mais ça peut arriver évidemment. 40% de protection, même si c'est soft, est un très beau matelas, très molletonné, mais il n'y a pas marqué garantie. On peut se retrouver évidemment en dessous, mais la probabilité est évidemment d'autant plus faible que la protection est élevée. À l'inverse, si le marché est en hausse, on a un coefficient multiplicateur ici de 400%, on a du x4 sur les marchés financiers. Le marché finit à 10, on prend 40, on prend 15, on prend 60, mais on va être capé à 80%. On ne peut pas gagner plus de 80% en 5 ans. Et 80% en 5 ans, ça équivaut quasiment à 12% de rendement compounded interest qu'on aurait pu générer si le marché ne finit que à 20%. Parce qu'on va nous demander au marché, ici, dans ce cas-là, de ne générer que 20%, puisque 20 fois 4, 80, et 20% en 5 ans, ce n'est pas vraiment beaucoup demander la lune au marché. Parce que 20% en 5 ans, ça équivaut à quoi? Aller du 3,8% compounded interest chaque année pour arriver à 20% en 5 ans. Et donc, comme vous savez que le risk-free rate en ce moment est proche des 5,5, à l'heure actuelle, en tout cas dans l'univers économique dans lequel nous sommes à l'heure actuelle, ça nous paraît être un deal plutôt intéressant potentiellement de générer près de 80% de rendement si le marché n'a généré que 20, en tout cas le moins bon de ces 3, n'a généré que 20 à l'issue des 5 ans. Voilà comment cet instrument fonctionne. Il existe également sur cette partie growth des full principal protection. Si on est vraiment conservateur, il y a des options. On est sur le S&P, on est full principal protection. C'est-à-dire qu'en cas de baisse, quelle que soit la baisse, moins 90%, moins 80%, you name it, vous récupérez votre capital que vous avez mis de départ. Vous aurez perdu 5 dollars pour trader la position, mais vous n'aurez pas perdu lié à la baisse des marchés. Il y a 100% de participation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de booster de rendement dans ce cas-là, et vous êtes capé à 24,5%, qui équivaut quasiment à du 7,5-8% compounded sur la période par an. Et il existe également ce qu'on appelle des income notes. Donc, l'income note est différente que les growth notes. Cette fois-ci, c'est un instrument qui est émis par Morgan Stanley, c'est sur 18 mois. On va toucher un rendement annuel, qui est ici de 10,5%. Par an, mais qui va être payé tous les mois, donc 10,5 divisé par 12, ça fait à peu près 0,9 par mois, qui serait payé tous les mois, tant que le marché ne descend pas en dessous de moins 30%, comparé au niveau de départ.
Donc, on va prendre en considération, comme d'habitude, le moins bon des trois, entre le Nasdaq, le Russell, le Small Cap et le Dow Jones, les compagnies industrielles. Tous les mois, comparé à leur niveau de départ, on va regarder quel est le moins bon des trois, et basé là-dessus, si on est supérieur à -30, on touche le coupon. Donc, imaginez que le mois prochain, le moins bon des trois est à -2, on touche le coupon de 0,9%. Si par exemple le mois de mars prochain, on est à -31, le moins bon des trois est à -31, on ne touche pas le coupon du mois de mars. Si au mois d'avril, on est revenu à -28, on est au-dessus de -30, on touche le coupon du mois d'avril, et ainsi de suite. Si à l'issue des 18 mois, à la fin, le marché est supérieur à -30, on récupère notre investissement. On aura pu générer tous les rendements accumulés tous les mois tant que le marché a été supérieur de -30 et on récupère notre investissement. Si on finit inférieur à -30, comme c'est du soft, imaginez que le marché ait perdu -31. Dans ce cas-là, on a perdu -31 sur le capital investi, mais qui viendrait être contrecarré de manière partielle par tous les intérêts, tous les coupons qu'on a pu générer tous les mois. Une income note est par définition moins risquée qu'une gross note, puisqu'on continue à générer du rendement tant que le marché est supérieur à -30% comparé à son niveau de départ. Donc il y a deux risques importants avec cet instrument, c'est évidemment passer en dessous de -30. Et le deuxième risque, c'est que le marché explose, le marché prenne 40-50%. Et nous, on est bloqué à 10,5. 10,5, c'est un peu cracher dans la soupe parce que 10,5, on prend. Mais 50, ça aurait été mieux. L'avantage de cette note, c'est qu'il y a généralement un auto-call feature avec une non-callable période. La non-callable période est généralement de 3, 6 ou 12 mois. Qu'est-ce que ça signifie? Donc, imaginons que cette non-callable période ici de 6 mois, c'est-à-dire que pendant les 6 premiers mois, ce que vous voyez à l'écran va exactement fonctionner de la sorte. À partir de 6 mois, si le marché est en hausse, c'est-à-dire par définition, il faut que les 3 index soient en hausse pour que le moins bon des 3 soit en hausse, il faut que les 3 soient montés. Si c'est le cas, la note s'arrête automatiquement. On a gagné notre pari, notre contrat s'arrête, on a récupéré tous les intérêts générés durant la période investie et on récupère notre capital. Et ça, c'est intéressant. Parce que si le contrat s'arrête et on a récupéré notre capital et que le marché est en hausse, le marché ne peut être en hausse que pour deux raisons. La première, c'est qu'on est encore, par exemple, dans la volatilité actuelle, le marché est un peu en dents de scie, pas vraiment de visibilité. Et bien dans ce cas-là, repartons sur une income note pour générer un rendement attractif tant qu'on n'y a pas peu de visibilité à court terme sur les marchés, avec un niveau de protection acceptable. À l'inverse, s'il y a un décrochage des marchés, les indicateurs que nous suivons, on monitore une vingtaine d'indicateurs. Quand ces indicateurs commencent à se repositionner au vert et que c'est intéressant de pouvoir maintenant se positionner sur une stratégie de gross note et d'avoir des boosters derrière une augmentation des marchés, c'est à ce moment-là qu'on utilise ces liquidités pour se positionner dans une stratégie basée sur les gross notes. Et à ce titre, une décision à prendre, c'est soit on reste très court-termiste pour garder un maximum de liquidité, ou bien on est confortable de pouvoir potentiellement mettre une ladder strategy en place, c'est-à-dire mettre un petit peu d'argent à 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, recréer une certaine liquidité et de pouvoir avoir la capacité de booster les rendements de manière optimale sur le long terme. Pour rappel, c'est quelque chose qui est complémentaire au portefeuille diversifié, on a sa liquidité. C'est la combinaison des deux, entre le managed account et ses instruments structurés, qui fait qu'on va être exactement où est-ce qu'on veut être en termes de gestion du risque et maximisation du rendement. Évidemment, si vous souhaitez explorer ces options, n'hésitez pas. Vous avez le QR code qui est là. Évidemment, c'est d'un point de vue purement éducationnel aujourd'hui et chaque situation a besoin d'être analysée pour voir quel instrument serait adapté à votre situation. On va maintenant parler de succession et Jean-Philippe, je vais te donner l'honneur de nous en parler. J'en profite aussi le temps que Jean-Philippe remette son micro pour dire que Jean-Philippe a déjà répondu à pas mal de questions puisqu'il a un rendez-vous qui va bientôt démarrer. Donc, on ne pourra pas forcément prendre toutes les questions en audio, mais en tout cas, pour ceux qui ont posé leurs questions par écrit, les réponses ont été en partie répondues et je pense qu'on continuera aussi durant la présentation à répondre par écrit pour avoir un maximum de réponses. Voilà. Jean-Philippe, je te laisse continuer. Exactement. Donc maintenant, vous avez construit un patrimoine en suivant les conseils d'Alexandre, où vous êtes en train de le développer et il faut penser à la succession. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails ni faire un cours magistral parce qu'il y a beaucoup de sujets à aborder. Donc on va aller vite, surtout que le temps est compté. Je vais vous donner les grands principes. Il faut savoir que si vous êtes américain ou détenteur de green card, vous avez droit aujourd'hui, votre succession à votre décès va passer tax-free à vos héritiers du moment qu'elle est inférieure à 13 millions de dollars. Au-delà, il y aura des droits de succession à payer. Si vous êtes non résident,
Ok, donc vous n'êtes pas US citizen, vous n'êtes pas green card. À ce moment-là, vous décédez, il- vous aurez des droits de succession à payer au-delà enfin, vous aurez votre succession plutôt, qui est une personne morale aux États-Unis, devra payer des droits au-delà de 60 000 dollars de patrimoine transmis. Donc on a un énorme gap, on passe de 13 millions à 60 000 dollars, et il va falloir mettre en place, si vous souhaitez éviter cela, une structuration patrimoniale qui va vous permettre d'éviter ou de minimiser l'impact fiscal d'une succession mal ou peu préparée. Pour ça, il existe des, des outils qu'on peut mettre en place. Donc, vous pouvez faire des donations euh, enfin, de votre vivant. Vous pouvez aussi mettre en place des trusts. Mais les trusts sont à prendre avec des pincettes. Il convient d'être très bien accompagné à ce niveau-là, tant par des avocats que des CPA ou même parfois des banques qui ont ces services-là, dépendant du patrimoine à transmettre. Pourquoi? Parce que si vous créez un trust qui est irrévocable, donc c'est une personne qui est morale, qui va récupérer l'ensemble de votre patrimoine, d'accord? Vous n'y aurez plus accès et votre patrimoine appartient à ce trust. Une fois que vous rentrez en France ou que vous partez dans un pays tel que la Suisse, par exemple, eh bien, vous risquez de vous retrouver avec des conséquences fiscales qui peuvent être excessivement négatives et des contrôles fiscaux à répétition parce que le fisc français n'aime pas du tout les trusts américains. Pour eux, c'est warning, on cache dans un trust des choses qu'on n'a pas envie que le fisc voit, alors que pas forcément ou pas du tout. C'est un outil successoral qui est largement utilisé aux États-Unis. Donc, il vaudra mieux peut-être prévoir un trust qui serait irrévocable. Bref, il y a beaucoup de possibilités, de choses, d'éléments à mettre en œuvre d'un point de vue américain pour éviter de se retrouver avec des conséquences successoires, enfin fiscales d'une succession qui pourraient être assez problématiques, voire catastrophiques. Si certains d'entre vous sont aux États-Unis et reçoivent un héritage ou une donation de France, un garde de France de la part d'un ou une Français-Française qui n'a pas de lien avec les États-Unis, donc qui n'est pas américain ou green card ou résident fiscal américain, sachez que cette succession ou cette donation perçue de France n'est pas fiscalisée aux États-Unis. Ça, j'ai souvent la question, elle n'est pas du tout fiscalisée. Il n'y a pas d'impôt à payer, ni de droit à payer aux États-Unis. Si les biens, évidemment transmis, sont tous en France, mais il peut y avoir des obligations déclaratives. Si la valeur du patrimoine transmis est supérieure ou égale à 100 000 dollars, alors vous devez déclarer chaque item qui vous a été transmis, la valeur de chaque item transmis. Et donc, on ne parle pas que de cash, parce que j'ai eu la question ce matin, on parle aussi de biens immobiliers. Vous avez un parent qui décède, qui vous transmet un bien immobilier, sa résidence principale, plus le reliquat d'une assurance vie et des parts de société. Vous devez tout déclarer si la valeur est supérieure à 100 000 dollars. La valeur à la date à laquelle vous percevez évidemment ce patrimoine et ce sera converti au taux du jour de la liquidation de la succession. Pour ce qui est des assurances vie, eh bien là, Alexandre, peut-être que je te laisse reprendre la parole sur la fiscalité des assurances vie à la succession. Absolument. En tout cas, l'assurance vie américaine, hein, ce sera l'objet de ce call, euh, permet d'avoir un certain nombre d'avantages fiscaux, et notamment lors du décès. Aux États-Unis, la fiscalité est income tax free. Elle viendra évidemment se mettre dans le patrimoine que vous aurez pu accumuler lors de votre décès. Et vous connaissez, hein, les exemptions sont extrêmement élevées aux États-Unis à l'heure actuelle. On est à peu près à 12 millions de dollars par personne, donc près de 24 millions de dollars pour le couple. Ça va être offset en 2026. Normalement, on va revenir sur à peu près la moitié moins par personne. C'est déjà acté, mais ça peut changer, hein, toujours.
Donc, évidemment, il peut y avoir des problématiques successorales. Et donc, à ce titre, on va utiliser des solutions juridiques en plus d'instruments et de solutions financières pour réduire ou annihiler l'impact fiscal successoral, à la fois potentiellement aux États-Unis, mais évidemment avec tous les incidences internationales potentielles. Donc, évidemment, d'un point de vue succession, ce type d'instrument-là, si vous avez la chance à l'heure actuelle et l'opportunité d'être résident fiscal américain, c'est vraiment un actif à essayer de voir si c'est une possibilité de pouvoir le détenir. On va voir ensemble, après cette slide, qu'on va pouvoir l'utiliser également d'un point de vue de la retraite, en plus de l'aspect successoral. Donc, Jean-Philippe, je vais finir, parce que si tu dois y aller, n'hésite pas. Je sais que tu es en train de répondre aux questions en écrit. Je vais encore prendre une dizaine de minutes pour finir ce webinaire et on va pouvoir répondre à vos questions. Donc, Jean-Philippe, si tu dois y aller, n'hésite pas, mais si tu peux rester, ce sera avec plaisir. Non, merci Alex. Je peux rester jusqu'à 1h15. Donc, il me reste encore 14 minutes. All right, je vais essayer de faire ça en 10 minutes et puis on va essayer de prendre quelques questions d'abord pour toi et puis on va pouvoir finir avec plaisir. Parfait. Donc, super. Pour conclure ce webinaire, donc, il s'agit évidemment de pouvoir se positionner d'un point de vue stratégique et patrimonial dans une perspective pour qu'à terme, votre patrimoine puisse prendre le relais au niveau des revenus. Faire en sorte que pendant votre phase d'accumulation, vous travaillez, vous épargnez, vous investissez, vous diversifiez, vous accumulez un patrimoine qui à terme va vous permettre de pouvoir générer des revenus, garder votre style de vie pour le reste de votre vie. Eh bien, nous avons une opportunité en étant ici aux États-Unis, c'est de pouvoir être ici aux États-Unis et de pouvoir mettre en place un certain nombre d'instruments, de rentrer dans un certain nombre de stratégies également, qui fait qu'on va pouvoir générer plus de revenus, payer moins d'impôts, prendre moins de risques et assurer sa succession comparé à une stratégie financière à la française. Et la voici, cette stratégie financière à la française. Dites-moi, ou en tout cas dites-vous si vous vous reconnaissez dans cette stratégie-là. Donc, simplement, peu importe si on est français, qu'on est resté en France ou qu'on s'exporte à l'étranger, généralement notre système de pensée reste intact. Et voilà comment ça s'articule. On va essayer d'accumuler de la richesse en phase d'accumulation, se diversifier, potentiellement planifier fiscalement pour pouvoir prendre certaines déductions, bénéficier du tax code, de pouvoir accumuler un certain nombre de richesses pour qu'un jour, on puisse peut-être réduire la cadence au niveau du travail, potentiellement annihiler même cette partie-là, et que le patrimoine, au-delà des revenus de Social Security, puisse venir complémenter nos revenus de retraite, d'avoir le style de vie qu'on souhaite avoir, et potentiellement même avoir quelque chose qui resterait pour les enfants et la génération future. Donc, accumulation de richesse, vie des revenus patrimoine, et ce qui restera sera donné aux enfants. Et je pense que vous vous reconnaissez là-dedans. Pourquoi? Parce que c'est la meilleure stratégie à mettre en place en France. Il n'y a pas d'alternative, c'est comme ça. Et pour les gens qui sont restés en France, c'est généralement la manière dans laquelle ils vont planifier. La problématique de cette stratégie-là, c'est que si l'objectif, le but du jeu, c'est de garder le style de vie, malheureusement, cette stratégie est vouée à l'échec. Je peux croiser les doigts autant que je veux pour mes parents qui sont restés en France, qui sont exactement dans cette stratégie-là. Ça va être extrêmement compliqué. Pourquoi? Parce que qu'on le veuille ou non, quand on part à la retraite, on fait face à une vingtaine de risques qui va mettre tellement de pression au quotidien que ça va être extrêmement compliqué de garder le style de vie. Je ne vais pas faire l'ensemble des 20, mais je vais mettre en exergue les 4 majeurs. Premièrement, c'est la longévité. On a la chance et l'opportunité de vivre une très longue vie, 20 ans, 30 ans, 40 ans à la retraite. Et plus on va être en vie, et plus les autres risques vont être démultipliés, puisque si on doit planifier sur 40 ans, c'est beaucoup plus complexe que de planifier sur 2-3 ans. Et nos arrière-grands-parents vivaient peut-être 2-3 ans à la retraite et terminé. Nous, on a la chance et l'opportunité de vivre une très longue vie, et à ce titre, ça va avoir un challenge, cette longévité, ce besoin de générer des revenus pour le reste de notre vie, et d'autant plus si l'inflation n'est pas de notre faveur. Si on a une forte inflation, comme on l'a vécu déjà ces 2 dernières années, quand on va au restaurant, on le sent, il y a une vraie différence. Et donc, évidemment, si on veut garder le style de vie, il faut que notre patrimoine puisse faire face à l'inflation. Évidemment, la taxation. On est dans un bas historique aux États-Unis. Jean-Philippe le mentionnait, on a 37% en taux marginal supérieur au niveau fédéral, on était à 39,6% il y a 4 ans, 70% dans les années 70, 93% dans les années 30-40 ici aux États-Unis. Si on revient à une moyenne historique, et avec évidemment la dette galopante du gouvernement américain, tous les 3 à 6 mois, on entend potentiellement un shutdown du gouvernement, parce qu'en effet, il faut qu'il puisse trouver des solutions pour réduire cette dette galopante, et à ce titre, une des manières, soit on réduit les coûts, soit on augmente les impôts.
ça va faire partie évidemment des possibilités. Et si on revient sur une moyenne historique au niveau de l'imposition, évidemment, le net sera impacté négativement et notre capacité à garder le style de vie également. Et dernièrement, c'est la volatilité. C'est le fait d'avoir des investissements immobiliers, financiers. Il y a des hauts, il y a des bas. Et premièrement, le premier risque, c'est ce qu'on appelle l'ordre des rendements. C'est le fait que les 5 années avant la retraite et les 5 années après la retraite, cette zone de 10 ans, c'est la zone la plus dangereuse de toute la planification financière. S'il arrivait quoi que ce soit dans cette zone de majeur, notamment en tant que crash du marché financier immobilier, comme on l'a connu par exemple en 2008, et que ça arrive dans cette zone-là, vous aurez pu être le meilleur gestionnaire pendant 30 ans. S'il avait quoi que ce soit de majeur et que vous n'êtes pas prêt, eh ben, vous n'aurez plus jamais la possibilité de garder le style de vie si vous avez pris une claque, par exemple, de 50% de votre valeur patrimoniale. Donc, l'ordre des rendements va être clé et on va pouvoir répondre également comment réduire l'impact de l'ordre des rendements dès maintenant, quel que soit votre âge. Et dernièrement, c'est le risque en lui-même. Pour pouvoir générer des revenus, il faut prendre un certain niveau de risque. Sur la partie financière, cette compagnie de recherche en investissement qui s'appelle Morningstar a fait un white paper qui dit que si on veut avoir 99% de chances de succès, alors il y a 2 ans, on était à 2,81%, qu'il ne faudrait pas prendre plus de 2,80% de ses revenus de ses portefeuilles pour avoir 99% de chances de succès. C'est-à-dire que si on prenait plus que cela, on réduirait la probabilité de succès. Maintenant, étant donné que les taux d'intérêt sont maintenant risk-free rate à 5,5%. Ils ont ajusté ce taux-là. À l'heure actuelle, il serait recommandé et safe d'être autour des 3,81%. Pas plus. Ça veut dire qu'à 3,80% par an, de prendre de l'argent de son patrimoine, par exemple sur 401k, etc., serait considéré comme acceptable, 99% de chance de succès. Si on augmente cela à 5 ou 6%, la probabilité de succès descend tout de suite à 70%. Et si demain, je vous dis que vous avez un vol pour Paris, vous n'avez que 70% de chance d'arriver à la destination, est-ce que vous prenez le vol? Ça va être extrêmement compliqué de prendre cette décision-là. Est-ce que vous le souhaitez pour votre stratégie financière? Et donc, dans ce cas-là, d'être dans des rendements en dessous de 4%, c'est-à-dire que pour chaque million de dollars que vous mettez de côté, vous ne générez que 40 000 dollars de revenus. Donc, il met une pression énorme d'avoir des millions et des millions et des millions de dollars de côté pour garder potentiellement le style de vie qu'on souhaite avoir pour le reste de notre vie. Donc, à cause de ces 5 risques majeurs, plus les autres 15 risques tels que l'augmentation des coûts de la santé, la problématique de salinité, etc., tous ces risques vont faire que ça va être extrêmement compliqué de garder le style de vie si nous restons dans ce carcan de cette stratégie patrimoniale à la française classique d'accumulation vive des revenus du patrimoine. Eh bien, nous avons une opportunité. Et c'est le cas, c'est le fait d'être lié aux États-Unis et qu'on va ajouter, on va complémenter cette stratégie de base française avec 2 stratégies. Une première stratégie qu'on appelle de flooring et une stratégie qu'on appelle de bucketing. Alors, qu'est-ce qu'une stratégie de flooring? C'est la compréhension qu'on a 2 types de dépenses dans notre vie. Le premier type de dépenses, c'est les dépenses basiques. On a tous un chiffre sur lequel on se sent confortable et si ce chiffre rentre tous les mois, on va être confortable pour s'en sortir. Ça peut être 2 000 $ par mois, ça peut être 4 000, 10 000, 20 000, 100 000, peu importe. On a tous un chiffre sur lequel c'est notre chiffre. Si ça rentre, OK, we're going to make it work. Au-delà, it's going to be for discretionary income, c'est-à-dire vraiment se faire plaisir, le restaurant, voyager, potentiellement si on est à la retraite, les enfants, les petits-enfants, etc. Mais dans un premier temps, si on peut s'assurer que pour le reste de notre vie, nous avons des revenus garantis pour le reste de notre vie, pour nos dépenses de base, et on va voir les 5 sources potentielles pour le faire, et bien le reste de notre patrimoine n'aura que pour vocation de nous permettre de générer des revenus pour notre ce qu'on appelle fun money, le paycheck. Donc, si on fait en sorte qu'on a notre paycheck garanti pour le reste de notre vie pour nos dépenses de base, maintenant, on va pouvoir, pour le reste de nos finances, de notre patrimoine, planifier pour le paycheck, pour le fun money. Et donc, à ce titre, pour cette partie-là, on va utiliser une stratégie qu'on appelle de bucketing. Bucketing, c'est la compréhension que à la retraite, on n'a pas forcément qu'une seule phase. C'est pas on a une phase d'accumulation et puis on a une phase de retraite. En fait, on va normalement passer par 3 phases. La première phase de notre retraite, c'est ce qu'on appelle les go-go years. On a très probablement la mobilité, la santé, on a l'argent, on veut en profiter, les enfants, les petits-enfants, et on veut en profiter un maximum de la vie. Et heureusement, et je vous conseille, si c'est possible, évidemment, de pouvoir le faire. Et on espère que ces go-go years puissent durer le plus longtemps possible. Je touche du bois pour que ce soit le cas pour vous. Mais à un moment donné, malheureusement, on va commencer à perdre en mobilité, en motricité, et ainsi se replonger un peu plus dans les livres et dans Netflix. Et à ce titre, dépenser beaucoup moins d'argent. Et enfin, et malheureusement, on va passer par ces no-go years où on va commencer à développer les pépins de santé, on va commencer à être alité,
les coûts liés à la santé et potentiellement les besoins de peut-être laisser quelque chose derrière de succession fait qu'on aura de gros besoins en fin de vie. Donc, en fait, en termes de dépenses à la retraite, c'est comme si on passait par une courbe du sourire en termes de dépenses. On va dépenser pas mal d'argent, puis de nouveau un peu moins, et puis en fin de vie, de nouveau un peu plus. Et donc, si on peut dédier certaines classes d'actifs à certaines phases de notre vie, on va être beaucoup plus granulaire et ainsi avoir la capacité de pouvoir augmenter nos revenus de retraite. Et donc, on va voir comment on va pouvoir le faire. Les 5 sources pour les revenus garantis à vie, c'est la sécurité sociale française, les complémentaires de retraite françaises, la sécurité sociale américaine, les defined benefit plans, si vous avez encore une entreprise qui vous donne une pension pour le reste de votre vie, et enfin, ce qu'on appelle les annuities, ça peut être des income annuities ou capital annuities with income riders, ces instruments que l'on met généralement dans les programmes de retraite. Si vous avez un 401k qu'on peut transférer à terme dans un IRA, on y positionne ce type d'instrument-là pour pouvoir augmenter vos revenus garantis pour le reste de votre vie et s'assurer que vous soyez d'autant plus proche de vos revenus ou de besoins de base que vous pourriez avoir. Et pour la partie bucketing, on va utiliser justement ce fameux cash value Wally qui va pouvoir nous utiliser. Donc, on a vu qu'en phase d'accumulation, on va pouvoir avoir plusieurs rendements, parce que pour rappel, sur le Wally, on a 4 rendements potentiels. On a le rendement interne de la police qui va nous permettre de faire face à l'inflation. On a deuxièmement la capacité d'un rendement externe pour pouvoir collatéraliser l'instrument pour faire d'autres investissements et ainsi démultiplier nos rendements sur le long terme en phase d'accumulation. Troisièmement, on a un rendement éternel de par l'assurance décès pour l'aspect successoral avec les avantages fiscaux, peu importe où on sera dans le monde. Et également, c'est la capacité, c'est ce que j'appellerais le rate on additional retirement income. Le fait de détenir cet instrument-là nous permet de rentrer dans une stratégie de bucketing avec une certaine certitude de succès, puisque cet instrument est garanti d'augmenter. Et donc, on va le positionner pour les derniers besoins de notre vie. Et voilà comment ça va pouvoir le faire. Donc, je vais faire un tout petit graphique pour illustrer mon point en 2-3 minutes, et puis on va pouvoir passer aux questions. Donc, dans une stratégie à la française de base, on accumule de l'argent, on prend notre retraite, par exemple 60 ans, on peut apprendre, ça peut être 65, 70. On accumule un certain patrimoine, il correspond à 100% du patrimoine. Je vais prendre 1 million pour l'exemple, mais peu importe, ça peut être 500 000, 1 million, 10 millions, 100 millions, peu importe. On va être diversifié en immobilier, en 401k, en financier, en cash, etc. Et on va générer des revenus, donc par exemple 5% sur le dessus, et payer de l'impôt 20%, ça veut dire 40 000 $, 4% net sur notre patrimoine, et on va faire ça pour le reste de notre vie. On a vu que cette stratégie, la française, que vous voyez à l'écran, va être compromise par les 5 risques majeurs que sont la longévité, l'inflation, la taxation et le risque en lui-même de la stratégie qui comprend l'ordre des rendements et la volatilité. Donc, l'alternative, c'est de pouvoir utiliser notamment, durant notre phase de diversification patrimoniale, de s'assurer que le jour où on part à la retraite, que 20% du patrimoine soit positionné dans cet actif-là. Alors, j'aurais pu le mettre avec les autres, mais comme il a 3 caractéristiques différentes, notamment, on va les utiliser de manière complètement différente. Cet instrument, c'est votre fameux Wally, Cash Value Life Insurance, qui va avoir cette courbe-là et qui va nous permettre de pouvoir planifier de manière différente. Ici, nous avons notre Cash Value qui est garanti d'augmenter avec 3 caractéristiques. Donc, ça nous permet d'avoir le potentiel de faire face à l'inflation, d'avoir des garanties à l'intérieur, que ce soit garanti d'augmenter, et également que ce soit tax-free en termes d'augmentation du contrat et d'utilisation du cash, peu importe où on est dans le monde. Grâce à ces 3 caractéristiques, on va pouvoir compter sur cet instrument-là plus tard. Donc, par exemple, entre 60 et 80 ans, si on a 20%, donc 20 à 25% de notre patrimoine qui soit en épargne dans cet instrument-là, si on ne le touche pas stratégiquement, on peut, mais si on ne touche pas stratégiquement, ces 200 000 $ vont doucement mais sûrement se transformer en 550 000 $ et 750 000 $ en cas de décès. Cette deuxième courbe que vous voyez ici, c'est le death benefit. C'est le fait qu'on a l'effet de levier de l'assurance décès. Si on a la garantie d'avoir 550 000 $ tax-free que l'on pourra utiliser pour ses vieux jours à l'âge de 80 ans plus, et qu'en cas de décès, on laisse un effet de levier tax-free à la génération future, 750 000 $ tax-free au lieu d'1 million $ potentiellement taxable, et bien maintenant, les autres 800 000 $ qui sont maintenant ici, en haut à gauche, de l'ensemble de nos actifs, que ce soit financier, immobilier, etc., on peut se permettre maintenant, au lieu de le garder le plus sûr possible, de dépenser à la fois le capital et les intérêts, et nous avons maintenant un montant d'argent défini dans un nombre d'années défini, au lieu de simplement avoir une stratégie sur laquelle on a un nombre d'années indéfini. Maintenant, comme on sait qu'on a un montant d'argent, par exemple, c'est 800 000 $ qu'on va pouvoir dépenser dans les 20 prochaines années, parce que quoi qu'il arrive derrière, on aura assez d'argent pour tranquillement finir ses vieux jours, et qu'on aura assuré également la succession derrière, on a la liberté d'esprit
de pouvoir dépenser cet argent, à la fois le capital et les intérêts, et ainsi de se retrouver dans une bien meilleure position. Parce qu'en dépensant à la fois le capital et les intérêts, on va augmenter de 40 à 60% les revenus de retraite, simplement mathématiquement. On peut assumer le même taux de rendement. On va prendre beaucoup moins de risques parce qu'on on a moins d'argent qui est à risque parce qu'on a un instrument qui est lui garanti et qu'on n'a que 80% à risque au départ comparé à 100%. Et les premiers actifs qu'on va dépenser, c'est les plus risqués et se retrouver dans une situation complètement sécurisée. Donc, on va prendre beaucoup moins de risques, on va payer beaucoup moins d'impôts parce que moins en moins on a de revenus générés par le patrimoine, moins on va payer d'impôts. Donc, on va pouvoir générer plus de revenus, payer moins d'impôts, prendre moins de risques, tout en assurant la succession grâce à cette stratégie-là. Et on va complémenter cela généralement en prenant les actifs liés à la retraite, 401k, etc., pour y déposer des annuity contracts pour avoir des revenus garantis pour le reste de notre vie. Notant quand on a cette stratégie globale de flooring, de bucketing et de probability based, c'est là où on a une stratégie optimale où on peut maintenant, peu importe si on rentre en France ou on garde nos actifs en France ou aux États-Unis, d'avoir la stratégie la plus optimale en phase d'accumulation, d'avoir cette vision de savoir exactement où aller pour être en position de force le jour où on prend notre retraite et ainsi d'être en position optimale pour réduire le risque un maximum et de maximiser les revenus pour le reste de notre vie. Voici pour cette conférence d'aujourd'hui. On a adressé beaucoup de thèmes. Vous avez ici à mon calendrier directement. N'hésitez pas. Vous avez également accès au calendrier de Jean-Philippe pour son expertise comptable et fiscale. Vous avez son QR code ici et son accès directement à son calendrier. Parfait. Je pense qu'on peut garder le QR code ou on le remettra. Et puis, si jamais vous pouvez mettre dans le chat peut-être le lien vers vos QR codes, si les gens n'ont peut-être pas eu le temps de le scanner. Je sais que Jean-Philippe doit partir. Je vais devoir. Je vois que tu as répondu à pas mal de questions. Jean-Philippe, tu pars quand il faut, il n'y a pas de souci. Super, parfait, merci. On a un auditeur anonyme qui nous demande US Life Insurance, est-ce aussi une bonne stratégie pour un adulte célibataire sans enfant? Alors, ça peut être le cas. Ça peut être le cas en effet, puisque l'objectif de l'instrument-là ne sera pas focalisé sur l'assurance décès absolument, puisque cette personne n'a pas d'objectif de protection de la famille, mais va être utilisé pour tous les autres critères qui ont été mis en avant en phase d'accumulation, en phase de retraite. C'est juste que l'aspect successoral n'est pas vital, mais on va bénéficier de tous les autres attributs pour pouvoir avoir la stratégie patrimoniale la plus optimale possible. Donc, ça peut potentiellement, en effet, avoir un rôle stratégique, mais qui n'aura pas un besoin de protection de la famille. Parfait. Donc, tu as parlé d'un taux, enfin, en tout cas, tu as parlé de 500K, tu te souviens? Oui, absolument. Donc, le taux sur les 500K, donc c'est Cédric qui nous demande, est supérieur à la rentabilité du contrat d'assurance vie. Alors, généralement, le taux qui peut être appliqué est généralement inférieur ou égal au taux interne de rendement. Donc, en quelques mots, il y a deux manières d'accéder à cette facilité de crédit sur ce type d'instrument. Premièrement, c'est par contrat. Et alors, à l'heure actuelle, sur les contrats qui existent, on a un taux fixe de 5% qui, si on emprunte à l'heure actuelle, on emprunterait à 5% fixe et qui passera à l'âge de 65 ans à 3,5% ou minimum 20 ans. Pour quelqu'un qui met en place ce contrat à l'âge de 35 ans, ce sera à 65 ans que ça passera à 3,5. Si quelqu'un a 55 ans, ça passera à 75 ans à 3,5. Donc ça, c'est fixe par contrat. Si les taux d'intérêt en ce moment sont peu favorables et qu'à la banque, si on va emprunter, on emprunte à 6,5, 7, 7,5, 8%, ce taux à 5% est extrêmement attractif. À l'inverse, il y a 2 ans, on pouvait emprunter à 3%. Et ben, l'avantage, c'est que si c'est le cas, on peut aller voir des banques, une quinzaine de banques avec lesquelles on va pouvoir travailler, qui ont des services spécialisés où ce qu'ils font toute la journée, c'est leur rôle, c'est de faire des lignes de crédit sur des Wally. C'est leur seul rôle, c'est le seul rôle de ce département de la banque. Et à ce titre, il y a 2 ans, on avait du 3%. On peut emprunter à 3% directement avec la banque. Maintenant, ces taux ont augmenté avec la banque proche des 6,5. Alors, dans ce cas-là, on privilégie le taux garanti sur le contrat. Donc, ce qui nous permet d'avoir des facilités de crédit au pire de 5%,
qui passera au pire à 3,5%. Et si les taux d'intérêt sont plus favorables, on peut aller chercher les banques pour aller chercher des taux d'intérêt beaucoup plus attractifs. En parallèle, l'avantage de ce type d'instrument de Wally, c'est que ça nous permet de faire face à l'inflation sur le long terme. Alors, est-ce que c'est year after year que le changement se fait? Non, il y a un petit décalage dans le temps, tout simplement. Si on regarde des illustrations à l'heure actuelle de ce type d'instrument, on est autour des 4, 4,5% de rendement pour quelqu'un de jeune et en bonne santé. Mais pourquoi? Parce que c'est basé encore sur les taux d'intérêt de la Fed à 1%. Si les taux d'intérêt de la Fed se stabilisent à 4, 4,5%, ce type de rendement qu'on va pouvoir avoir, ce type d'instrument se rapproche des 6,5% de rendement net de frais, net d'impôts. Imaginez que vous habitez en Californie avec le taux marginal supérieur, pour générer du 6,5% de rendement net de frais, net d'impôts, à 50% d'imposition, vous faites le calcul, c'est un instrument qui est en plus défensif. Ce n'est pas un actif de croissance, ce n'est pas un investissement. On l'a vu dans la diversification globale, c'est un actif défensif. Donc, une des manières de pouvoir booster ses liquidités et son cash à la banque, une façon très facile, c'est de shifter ses liquidités vers ce type d'instrument où on va garder une certaine liquidité. Alors, le seul point noir de l'instrument, c'est qu'on a un tout petit peu moins la liquidité les premières années que ce qu'on a mis dedans. Mais à partir d'un certain nombre d'années, on aura plus d'argent que ce qu'on a mis dedans et ça va démultiplier la stratégie patrimoniale, notamment parce que c'est sur cet instrument-là qu'on va se leverager pour faire potentiellement d'autres investissements derrière et être en position de force à l'instant T. Et notamment et surtout, quand il y a des crashs du marché financier immobilier, comme cet actif ne bouge pas, il est garanti d'augmenter, on aura ce gun chargé qui est prêt à être dégainé et de tirer avantage d'opportunité. Donc, c'est vraiment un actif à détenir parce que l'autre manière de le faire, c'est de détenir du cash. Le problème du cash est double. Un, c'est l'inflation. Et deuxièmement, quand on a du cash à la banque, qui gagne de l'argent sur notre dos? Eh ben, c'est la banque. Et on veut la squeezer un maximum. On veut faire en sorte que chaque dollar qu'on met de côté puisse travailler pour nous et notre foyer. Parfait. Alors, on va essayer de clôturer. Il y a pas mal de questions qui tombent. L'idée, c'est qu'on clôture à 30 au plus tard. Et vous en faites pas, tout ça, c'est enregistré. Et vous pouvez prendre rendez-vous gratuitement avec Alexandre. Peut-être qu'Alexandre, tu peux peut-être remettre les QR codes. En même temps que tu fais ça, je vais te poser une question. Est-ce que les structured notes sont similaires à des CDs? Alors, la réponse easy, c'est non. L'aspect similaire, c'est que c'est une durée déterminée dès le départ. Hein. Les CD sont FDIC insured. Vous avez un rendement qui est garanti jusqu'à 200. Enfin, garanti, c'est-à-dire que vous avez un rendement dès le départ, par exemple, de 5% sur 3 mois. Et vous aurez ce taux-là qui est garanti au début du contrat. Et en plus, c'est FDIC insured jusqu'à 250 000 $ par personne, 500 000 $ pour un conjoint. Là, déjà, avec les structured notes, vous n'avez que de full faith of the guarantee of the bank. Quand vous signez un contrat, vous signez un contrat avec la banque. L'avantage généralement des structured notes, c'est que c'est du senior lien, du senior debt avec la banque. Et si vraiment la banque était en difficulté, par exemple, l'exemple Crédit Suisse, Crédit Suisse a à peu près 121 milliards de dollars de dettes. Celles qui ont craqué en dessous, c'était les Coco Bonds, qui étaient des dettes très, très risquées en Europe. Et ben, elles ont craqué, mais la plupart des autres dettes ont été honorées par UBS. Donc, l'avantage, c'est que ce sont, en termes de risque et de ce contrat avec la banque, qui est du senior debt, mais ce n'est pas FDIC insured. Donc ça, c'est déjà un gros point de différence. Et puis après, c'est vrai qu'on va être lié à des instruments liés au marché. Alors, ce que je vous ai présenté, ce sont des produits qu'on appelle vanilla, bon père de famille. Il existe des choses beaucoup plus exotiques. Là, l'objectif, c'est de complémenter un portefeuille, notamment lié au marché américain, et qui nous permet de pouvoir réduire le risque, booster les rendements, réduire les frais. Ce sera vraiment un objectif de réduction du risque plus que de pari. Et donc, c'est utilisé dans ce cadre-là. Donc, il y a des similitudes, mais également des divergences avec les CDs. Il faut bien comprendre quels sont les enjeux et dans quel univers on va l'utiliser. Le CD est un actif de défense. Une structure note fait partie des actifs de croissance. On a une question de Séminaire qui nous demande que se passe-t-il pour un enfant vivant aux États-Unis si l'assurance vie d'un des parents décède en France, depuis la Alors, je France? pense que c'est pour quelqu'un que les parents sont en France avec une assurance vie française. Je pense que c'est ça la question.
Alors, c'est plus à Jean-Philippe, normalement, de répondre à cette question. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'incidence positive ou négative du fait que vous soyez aux États-Unis. Vous avez des obligations déclaratives supérieures à 100 000 dollars. Et la question est à poser à Jean-Philippe de savoir quel formulaire répondre. Mais le fait que vous soyez un enfant, enfin, que vous soyez ici aux États-Unis avec une succession française n'a pas d'implication négative, que vous soyez en France ou aux États-Unis. Ce sera la fiscalité française de ce côté-là qui s'appliquera. Que veut dire Wally? Alors, WALI, ça signifie, c'est l'acronyme pour Wealth Accumulation Life Insurance. Wealth, hein, c'est comme l'argent, la fortune. Wealth Accumulation, donc c'est un instrument d'assurance vie avec un composant d'augmentation, d'accumulation de richesse au sein de ce contrat. Et il existe plusieurs types. Et ce fameux WALI de compagnie mutuelle d'assurance est celui que j'ai mis en exergue, qui est lui garanti d'augmenter chaque année pour le reste de sa vie. Il n'y a pas de composante potentiellement de marché financier. Parfait. Jean-Claude nous demande, est-ce que cette stratégie marche quand on est déjà à la retraite? Alors, ça va dépendre, évidemment, ça dépend. Est-ce que vous avez 90 ans et c'est le moment, ça va dépendre évidemment de votre situation. Ça peut en effet fonctionner. On peut ajuster cela, améliorer la stratégie de flooring, améliorer la stratégie de bucketing, gérer le risque de manière plus optimale. Parce que d'une stratégie où, par exemple, vous êtes sur le marché financier dans un 401(k) ou un IRA, vous êtes toujours lié au marché financier, vous n'avez aucun filet de sécurité, aucune prédictibilité des revenus que vous allez pouvoir avoir, etc. Il y a potentiellement, c'est très rare, hein, pour être très honnête, sur les milliers et les milliers de familles que nous voyons depuis maintenant plus d'une décennie, il est rare de voir une stratégie patrimoniale qui est optimale. Quel que soit l'âge, il y a toujours des améliorations potentielles à faire. N'hésitez pas à prendre contact, hein, on aura un rendez-vous gratuit qu'on pourra mettre en place pour parler de vos objectifs, votre situation, et de revenir vers vous avec des recommandations, vous montrer vraiment l'ensemble des options à votre disposition ici aux États-Unis. Parfait. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Il y a Mathilde qui nous remercie pour la présentation. Euh, merci encore à tous les deux. De toute façon, Alexandre et Jean-Philippe interviennent plusieurs fois par an sur différents sujets. Parce que vous avez vu, c'est un sujet complexe et dense. Euh, Alexandre, à très vite. Moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour le prochain webinaire de French Morning où on parlera d'assurance santé. Merci encore, bon après-midi et à très bientôt sur French Morning. À très vite. Au revoir.